Il va prendre un peu plus que 5 minutes, mais moins que 10 pour intervenir. Merci. Oui, je vous remercie. Alors j'ai d'abord une petite émotion particulière pour cette délibération de 30, qui se situe 30 rue des Partants dans le 20e. J'ai failli y naître, mes parents habitaient là, mais ils ont dû déménager quand ma mère était enceinte. Et c'est toujours voilà, touchant de se retrouver sur une délibération où mes parents m'ont tant parlé de ce tout petit appartement où, dans la même bassine, ils faisaient la terre glaise pour leur sculpture, car ils sont sculpteurs, et la toilette de mon frère et ma sœur. Mais c'est pas pour vous raconter ma vie que je vous parle de cela. Cette délibération et beaucoup d'autres qui se suivent font partie des nombreuses délibérations présentées à ce Conseil de Paris dans le cadre des opérations de rénovation plan climat. Et je voudrais, en même temps que je vous parle de ces délibérations, vous présenter le vœu rattaché que je défends, le vœu 32, sur ces réhabilitations thermiques des logements sociaux. D'abord, sachez que sur bon nombre de ces adresses, les bâtiments qui font l'objet de ces réhabilitations sont des logements sociaux qui sont marqués par beaucoup de problèmes de vétusté. Et là, franchement, il y a de quoi être en colère. Mes chers collègues, vous dirigez la ville depuis 20 ans. Vous dirigez les principaux bailleurs sociaux de la ville, Paris Habitat, RIVP et Logiciemp. Il faut rappeler que la vétusté dans les logements sociaux, eh bien souvent est le fruit d'un manquement des bailleurs à leur devoir. Un bailleur social a l'obligation d'entretenir les bâtiments, d'entretenir les logements pour garantir la pleine jouissance du locataire qui paye ses loyers, et quelle que soit la catégorie de logement social dans laquelle il est, qu'il s'agisse de PLAI, PLUS, PLUS ou PLS, le locataire a le droit à une pleine jouissance du bien locatif. Or, dans bon nombre de ces bâtiments, pas dans tous, je ne dis pas dans tous les logements sociaux, mais dans bon nombre de ces bâtiments qui font l'objet de plans de rénovation, les locataires se plaignent d'humidité, moisissure, infiltration d'eau, ventilation défaillante, remontée d'eau usée du filet de canalisation non entretenu, avec des situations, mais alors catastrophiques, quand vous avez de l'eau usée des toilettes de tout l'immeuble qui arrive dans un appartement, vous imaginez le traumatisme pour avoir visité déjà des appartements confrontés à ce problème, c'est un véritable cauchemar. Chauffage défaillant par manque d'entretien, air froid qui passe par les fenêtres non changées ou mal changées depuis des années, panne d'ascenseur récurrente, infestation de rats, souris, cafards, punaises de lit. Voilà tous les problèmes qui sont liés, en fait, absolument pas à la question de réhabilitation plan thermique, mais à la vétusté et au déficit de maintenance des bailleurs. Donc rappelons, et c'est ce que rappelle le vœu rattaché, l'obligation des bailleurs à assumer les travaux d'entretien en cours de bail et de ne pas attendre qu'enfin arrive un plan climat, un plan de réhabilitation thermique pour bénéficier de financement et enfin faire ces travaux qui auraient dû être faits depuis longtemps. Et je vous dis, vous avez des locataires qui alertent sur les problèmes de vétusté et on leur dit, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y aura le plan de réhabilitation thermique, donc vous inquiétez pas, on fera les travaux. Mais il n'est pas acceptable de laisser des locataires dans des habitations où le bailleur n'assume pas ses obligations. Premier problème. Deuxièmement, il faut absolument associer bien plus en amont les locataires dans l'ensemble de ces réhabilitations thermiques. Ça veut dire quoi, associer bien plus en amont? C'est pas simplement des réunions de concertation où on expose ce qu'il est prévu, mais ça veut dire qu'on transmet les diagnostics thermiques et techniques avant de décider des travaux. Avant de décider des travaux. Et quand bien même, me précisait un précédent Conseil de Paris, notre collègue Jacques Baudrier, quand bien même, lors de la concertation, ce sont des cabinets d'audit extérieurs indépendants qui effectuent les présentations des travaux choisis. Il faut aussi, et je voudrais revenir là-dessus, qu'il n'y ait pas de chantage. Vous acceptez les travaux tels qu'on les a prévus ou bien il n'y aura pas de travaux. Parce qu'il y a quand même un trouble, et les locataires m'ont ramené que dans le cadre de Paris Habitat et le pacte d'amélioration du cadre de vie, on fait voter les locataires sur les plans de réhabilitation thermique, mais grosso modo on leur dit, soit vous votez pour et ce sera comme ça, soit à ce moment-là il n'y aura pas de travaux. Ben non, si les locataires ne sont pas d'accord, on reprend la discussion et on essaye d'entendre et de voir quels sont les travaux spécifiques qu'ils estiment même prioritaires, et on engage une discussion pour voir s'ils ont raison, s'ils ont tort, et s'il peut y avoir des nouvelles études techniques qui puissent s'y associer.
Troisième chose, pas de hausse de loyer. Pas de hausse de loyer. Vous savez que la loi énergie-climat de 2019 autorise en fait des hausses de loyer à travers la troisième ligne après travaux, sous prétexte que les travaux de réhabilitation thermique vont permettre des baisses de dépenses d'énergie. Je pense qu'il est essentiel que la ville s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de loyer. J'ai pas pu éplucher toutes les délibérations, mais en lisant certaines, je n'ai pas réussi à comprendre s'il y avait bien cet engagement à pas de hausse de loyer ou pas. J'avoue que si moi j'ai du mal à m'y retrouver, je n'ose pas imaginer comment des locataires doivent pouvoir s'y retrouver. Il est d'autant plus essentiel qu'il n'y ait pas de hausse de loyer qu'on voit bien que dans ces travaux, bien souvent, on est face à des travaux surtout de lutte contre la vétusté. Quatrième chose, il y a un problème sur la logique des financements. Visiblement, les financements vont dépendre des labels et des certificats d'énergie. Ce qui peut finalement amener à ce que on puisse être, ou pas on, enfin je veux dire les bailleurs et la ville puissent être encouragés à faire de la pose de VMC, de ventilation mécanique contrôlée, collective, parce que cela permet d'obtenir les certificats d'énergie et que ça peut enclencher un certain nombre de financements. Or, il ne faut pas que la nature des travaux dépende des financements, mais que la nature des travaux, eh bien, réponde aux besoins les plus urgents, immédiats sur la vétusté et sur les questions énergétiques du bâti. Bien. Alors maintenant, du coup, j'en arrive à cette délibération qui est juste après sur la rue Olivier Métra. C'est intéressant cette délibération parce que au 36-40 rue Olivier Métra, on est sur des bâtiments briques rouges des années 30 qui sont finalement la même configuration que les bâtiments briques rouges que vous pouvez avoir sur le quartier Plaine. Et vous savez, Plaine-Lagny, près de la porte de Vincennes, côté 20e, mais aussi côté 12e arrondissement. Et là, vous savez que ça fait depuis 2 ans qu'un collectif HBM de locataires se mobilise sur ces logements et ont acquis une grande expertise et analyse. Et c'est vrai qu'on a des populations qui ne sont pas les mêmes. Je peux vous dire que sur l'ensemble rue Olivier Métra, on est face à des habitants qui sont déjà souvent dans des situations très difficiles d'un point de vue social. Ils doivent combattre dans des situations de précarité. Ils subissent par ailleurs des problèmes de vétusté. Et donc, il est plus difficile pour eux d'être disponibles et disposés à appréhender l'ensemble des problématiques techniques de la réhabilitation thermique. Sur le côté bas du 20e quartier Plaine, où on était sur des loyers libres, enfin des loyers libres qui ont été reconventionnés, les locataires en 2 ans de lutte ont acquis une grande expérimentation, une grande expertise de ces problématiques-là. Il serait fort utile de bien plus les écouter. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dernièrement, vous avez des ingénieurs, Alain Bornarel notamment, cofondateur du bureau d'études bioclimatiques Tribu de l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, président du mouvement pour une frugalité heureuse et créative, et également Mégane Ray, architecte, Raphaël Poschitz, un autre architecte de la revue Topophile, qui sont venus et qui ont fait une visite sur ces bâtiments briques rouges pour justement essayer d'analyser ce qu'il en était. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils entendent en fait l'argumentaire des locataires qui ne se portent pas simplement contre les travaux d'installation d'une VMC, mais surtout pour d'autres travaux de réfection et d'entretien prioritaires. Et que disent-ils, ces ingénieurs et architectes? Eh bien que l'expertise des locataires HBM est un atout considérable pour les bailleurs, parce qu'ils ont acquis vraiment une analyse empirique de la situation. Mais ce qui m'intéresse plus dans le temps imparti à vous dire, c'est que sur le fond précisément, l'installation de VMC dans ces groupes-là ne se justifierait ni d'un point de vue hygiénique, ni d'un point de vue des économies d'énergie. Car les VMC hygroréglables n'augmentent pas la quantité de renouvellement d'air et sont insuffisantes en période chaude et sèche. Que leur installation est d'ailleurs inutile dans ces HBM ventilés naturellement. D'ailleurs, absurdité de la délibération qui nous est présentée, car dans l'exposé des motifs, on nous parle de l'usage de la ventilation naturelle géniale dans ces bâtiments extrêmement bien pensés, et dans le programme, paf, on réimpose une VMC.
Les VMC proposés fonctionnent vraisemblablement en simple flux, ce qui ne permet aucune économie de chauffage. De plus, l'installation d'équipements et de tuyauterie nécessiterait sur le long terme un nombre élevé d'opérations d'entretien. Alors quand on voit le problème de l'entretien des bailleurs, on a peur. En l'occurrence, la vraie urgence est de réaliser les travaux de réfection des canalisations d'eau usée, des chéneaux, voire de l'étanchéité des toitures et des descentes d'eau pluviale. Alors, je vous renverrai l'ensemble de cette petite note rapport parce que je vous invite à repenser véritablement ces installations de travaux. J'en ai terminé, mais vous comprendrez qu'en l'état, je m'abstiendrai sur ces délibérations et j'estime que l'urgence écologique est si essentielle qu'il faut penser vraiment les travaux que nous faisons. Je donne la parole à Monsieur Jacques Baudrier. Merci, Monsieur le maire. Alors, Madame Simonet, vous abordez énormément de choses. Ça va être compliqué en l'espace de 2 minutes de vous apporter des éléments de réponse. Vous avez 5 minutes, puisqu'il merci. y a une délibération, deux Donc, délibérations. déjà, sur le premier sujet, le devoir d'entretien des bailleurs, comme je l'ai rappelé dans une réponse à un vœu de Changer Paris le mois dernier, l'investissement des bailleurs sociaux est très important pour les travaux. Rien que pour nos 3 bailleurs de la ville, Paris Habitat et Logicien en PRIVP, il s'élève à 550 millions d'euros par an pour les travaux d'entretien courant. Évidemment, dans le cadre des opérations de plan climat qui font l'objet des délibérations qui sont présentées ici, il y en a de nombreuses autres, il y a à la fois des investissements pour le climat et aussi en même temps des investissements globaux pour l'amélioration des logements. Globalement, on arrive maintenant à des ratios encore plus élevés qu'auparavant, puisque les opérations sont de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on arrive avec des immeubles plus complexes, à 60 000 euros par logement, dont en moyenne 25 000 euros d'investissement pour le climat stricto sensu et 35 000 euros pour le reste. La question peut se poser parfois justement du fait que les bailleurs aient pu avoir tendance à attendre pour réaliser certains investissements. Nous leur avons bien indiqué, en écho à ce que vous dites d'ailleurs, qu'il n'était pas question d'attendre pour réaliser les travaux d'entretien qui est des plans climat. Et ce message est passé régulièrement. J'en veux pour preuve, excusez-moi si je peux répondre, j'en veux pour preuve par exemple une réunion de travail tout à fait longue que nous avons réalisée avec les amicales de locataires du secteur Écuyer, Rasselin, Croix-Saint-Simon que vous évoquez dans un de vos futurs vœux, sur lequel nous avons abordé tous ces sujets en présence de la RIVP et du DAL. Et nous avons bien rappelé que le mandat que nous donnons aux bailleurs est évidemment de ne surtout pas attendre et de réaliser ces travaux d'entretien courant, comme vous l'évoquez. Pour ce qui est de la transmission des diagnostics thermiques et techniques, ils sont réalisés bien entendu en amont des concertations. Et tous les éléments issus de ces diagnostics, alors peut-être pas les milliers de pages d'éléments ultra techniques, mais des synthèses sont bien sûr transmis aux locataires lors des concertations. Et c'est la base du sujet. Sur la VMC, je prendrai contact avec Alain Bornarel. On a tous les deux fait l'introduction à l'Académie du Climat d'une conférence sur des sujets d'architecture frugale il y a 15 jours. Donc je connais bien. La VMC, je vous le rappelle, Madame Simonet, la VMC, c'est pas des sujets de conception architecturale, c'est juste des questions de bureau d'études. Et le but n'est pas du tout d'améliorer le chauffage ou quoi que ce soit, c'est d'éviter qu'il y ait après, du fait de la réduction, comme on investit pour les plans climat, pour réduire les flux d'air et garder la chaleur, on se retrouve, c'est les bureaux d'études techniques qui nous disent, ou pas, mais a priori, dans la quasi-totalité des cas, ils nous disent que c'est le cas, que si on ne met pas en place ces équipements qui coûtent de l'argent en plus, ou qui sont à entretenir, évidemment, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait joyeusement. Et de fait, qui nous disent que si on ne met pas de VMC, les logements vont être dans les 2-3 ans pourris et avec une dégradation complète de la qualité de vie pour les locataires. Et nous avons eu quelques exemples, en particulier de la RIVP, où nous n'avons pas installé de VMC, nous avons fait ce pari. Le résultat, c'est qu'on doit revenir avec des travaux qui coûtent fort cher pour en implanter 2-3 ans après. Mais en tout cas, nous, ça, ce sont des éléments techniques. Ce n'est pas un choix politique, c'est un élément technique pour que les logements ne soient pas moisis. Et très clairement, quand les bureaux d'études qui sont à chaque fois différents, venez dans des réunions avec les locataires, à chaque fois il y a des représentants du bureau d'études et qui nous disent oui ou non, est-ce qu'il faut une VMC sur la base d'éléments techniques objectivés. Ce n'est pas des choix politiques. Et donc, ils nous disent à chaque fois, et nous suivons, nous ne prenons pas le risque pour les locataires de ne pas implanter de VMC et de leur offrir des logements pourris 2-3 ans après. Et malheureusement, parfois nous avons pris ce risque et cela a été le cas. Donc c'est un vrai sujet. Sur la concertation, comme dans tous les ensembles par habitat, ça fait l'objet d'un vote.
par habitat systématiquement organise des votes et il y a eu d'ailleurs une fois un vote négatif l'an dernier et sur des centaines d'opérations, mais il y a un vote systématique. Sur tout ce qui est le budget, évidemment, comme Émile Meunier l'avait rappelé en introduction, ces opérations de climat permettent de faire gagner de l'argent aux locataires, une économie moyenne de 400 € par an et par logement, donc, avec et l'ensemble charge plus loyer, et donc réduit toujours au profit des locataires. Voilà ce que je pense avoir répondu. Je viens de vous le répondre. La troisième ligne, l'ensemble global charge plus loyer, l'économie moyenne pour les locataires de 400 € par an, par locataire. Donc c'est toujours au bénéfice des locataires. Oui, il faut. Et après, juste sur un dernier sujet, vous nous disiez que la VMC était pour la diffusion. Là, c'est la troisième fois, je pense que quelqu'un répète dans cette enceinte, ce qui est une fake news totale. Il n'y a quasiment aucun financement, je le redis pour la troisième fois, mais je pense qu'il faut arrêter de colporter des fake news complètes qui sont de l'ordre du complotisme. Il n'y a quasiment aucun financement extérieur, à part ceux de la ville et du bailleur, donc il n'y a aucun intérêt économique à installer de la VMC. Donc maintenant, si c'était possible que ce soit dans différents bancs, d'arrêter de colporter ce type de fake news, ça serait beaucoup mieux. Je vous remercie et donc... Merci. Alors, je rappelle, mais je l'ai annoncé avant, Monsieur Granier, peut-être n'étiez-vous pas attentif, qu'il y avait 2 délibérations, que Madame Simonet s'était inscrite sur les 2 délibérations, et que j'ai laissé 30 secondes supplémentaires à Monsieur Baudrier pour répondre sur 2 délibérations. Donc, s'il vous plaît, je vous laissez-moi la police de cette assemblée. Je mets aux voix le projet DLH 220. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le vœu numéro 32 déposé par Madame Danielle Simonet est-il maintenu? Oui, donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et je mets enfin aux voix le projet DLH 305. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet est adopté. Je vous remercie. Nous examinons maintenant le projet DLH 415.